les dernières paroles qui ont été laissées par Macron lors d'un discours où il a invoqué la possibilité de l'envoi de troupes occidentales au sol et que ce n'était pas exclu en Ukraine. Immédiatement après ça, et bien tant les USA que l'Espagne et l'Allemagne ont dit qu'il était hors de question d'entrer dans cette nouvelle tendance. Eh bien, on a essayé d'en savoir plus sur les paroles que M. Macron avait déclarées et celui-ci a rétorqué que les paroles qu'il avait dites, eh bien, c'était en ces termes, tous mes mots sont pesés et mesurés. Donc ce ne sont pas apparemment des paroles en l'air. Pendant pratiquement 50 ans, on était vraiment en paix en Europe. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a toujours eu très peu de guerres. Si on reprend l'historique de l'Europe, quand il y en a, eh ben, c'est jamais des petites guerres, c'est toujours des grosses. Donc, c'est loin de nous rassurer tout ça. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on va essayer un peu d'analyser. Et la première analyse que j'ai faite, eh ben, c'est qu'il n'y avait pas que Macron qui avait des idées un peu guerrières. Et on peut parler de Lloyd Austin, qui est secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, et qui affirme que si l'Ukraine venait à perte, eh bien, il dit « Je crois vraiment que l'OTAN entrerait en guerre contre la Russie. » Donc, en d'autres termes, l'Ukraine ne peut pas perdre. Donc, on va essayer de savoir, mais au fond, si on a de tels propos, ben, que faire si l'Ukraine venait vraiment à perdre? Comment devrions-nous réagir? Il n'y a pas 36 solutions pour réagir. Ou on suit leur théorie belliqueuse et on entre en guerre, ou deuxième théorie, on se dit, oui, elle a perdu, elle n'était pas fortassée, c'est les Russes qui ont gagné, on trouve un accord et on essaie de s'arranger, on fait jouer la diplomatie, un document de fin de guerre est signé, c'est la fin de la guerre qui est prononcée. Maintenant, je rappelle qu'on n'a peut-être pas non plus trop bien analysé les termes évoqués par Macron. Quand il parle d'envoi de troupes occidentales, ça ne parle pas de régiments. Or, au niveau militaire, des troupes et des régiments, c'est totalement différent. Des régiments, c'est des milliers d'hommes qui partent au combat, tandis que des troupes, c'est quelques troupes spécialisées dans un domaine précis qui partent sur le terrain. Donc, ça laisse supposer qu'on reste quand même dans le même système avec une aide qui est finalement technique et matérielle. Il y a des instructeurs qui donnent des cours aux Ukrainiens pour pouvoir utiliser le matériel, puisque les Ukrainiens, à l'origine, c'était des Russes, donc ils connaissaient le matériel russe, mais le matériel occidental, ils ne savent pas l'utiliser. Il y a des instructeurs anglais qui sont là depuis de nombreuses années pour les initier à nos armements, et également la France qui envoie régulièrement des instructeurs sur le terrain pour former au nouveau matériel français, et également des Ukrainiens qui viennent se faire former en France, sur le territoire français, et même se fait soigner. Ça n'est pas nouveau. J'ai relevé que l'Ukraine ne demande pas pour avoir des hommes, parce que ça, apparemment, ils en auraient assez. Ce qu'ils ont besoin, c'est plutôt d'un problème d'armement. Or, nous, en Occident, eh bien, on est un peu difficile de fabriquer tout ce qui est armement pour le moment. Je vous réfère à ce que je viens de vous dire. La France est à peine capable de fabriquer 10 000 obus, alors que la Corée du Nord en a envoyé 3 millions à la Russie. Donc, à mon avis, l'Ukraine n'a pas fait le bon choix dans ses alliés, parce que l'Occident a quand même difficile de répondre à leurs demandes en ce qui concerne l'armement. Au fond, on va pas trop se mentir parce que, bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'occidentales qui seraient d'accord d'aller se battre aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. Déjà dur de motiver les troupes pour aller à une manifestation quand il y a grève. Donc, je nous vois mal nous embarquer en Ukraine pour aller nous battre. Je crois que la nation ne serait pas très favorable à ça. En dehors des troupes, je vais dire officielles, il existe encore et sûrement des troupes telles que des mercenaires qui viennent de différents pays et qui partent rejoindre l'Ukraine. J'ai appris que la Transnistrie
avait demandé en cas de problème, eh bien, ils puissent s'adresser à la Russie pour leur venir en aide, parce que eux aussi, bien, sont pour l'instant indépendants depuis la chute de l'URSS, mais ils sont quand même de tendance pro-russe et ils souhaitent revenir dans la Russie et ils se sentent en danger et ils demandent à la Russie de leur venir en aide. Là, si la Transnistrie vient à s'allier à la Russie, eh bien, ça voudrait dire qu'ils auraient un fameux territoire avec ce qu'ils ont déjà sur l'Ukraine et ils pourraient se retrouver aux frontières de la mer et ça serait évidemment un bon point tant logistique que commercial qui est vraiment intéressant à défendre et à garder. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même du changement. C'est que les Russes ont pris 20% de terre à l'Ukraine et ils ont la demande de la Transnistrie de leur venir en aide également. J'ai connu le pacte de Varsovie, j'ai connu la chute du mur de Berlin et nous avons connu cette période-là où finalement on vivait dans un monde de paix. Il n'y avait pas de guerre, il y avait l'Occident, il y avait les pays d'Est et tous les agents secrets, KGB, Stasi, CIA, etc., eh bien, se divisaient le monde en deux et assuraient la paix dans le monde. Faut dire la réalité, ça ne fonctionnait pas mal du tout. On a quand même évité les guerres pendant 60 ans. Une fois que la chute du mur de Berlin, est tombée, eh bien, tous les pays de l'Est se sont disloqués, on voulait retrouver leur autonomie et ça a commencé à avoir des petits conflits par-ci, par-là. Et depuis, eh bien, ça n'a fait que de s'aggraver. On est sur des sables mouvants et on ne sait plus très bien où ça va. Nous avions évidemment nos agents secrets qui étaient là pour garantir la paix, mais nous avions aussi des armes de dissuasion, des armes nucléaires. Tant les Américains que les Russes possèdent l'arme nucléaire et c'est une arme dissuasive parce que ce sont des armes à destruction massive. On sait très bien qu'une ogive qui explose avec les quantités, les tonnes qu'ils ont maintenant, avec une ogive, il faut sauter la terre des milliers de fois. L'arme nucléaire a quand même été à 2 reprises utilisée dans le cadre de conflits armés et celles-ci ont été utilisées uniquement par les Américains en 1945 par les bombes de Hiroshima et de Nagasaki et tout le monde se souvient de le résultat que ça a été et des conséquences qu'il y a eu tant sur la population qu'à long terme. Depuis lors, eh bien, l'arme nucléaire n'a plus jamais été utilisée par personne et est restée au final comme une arme de dissuasion. Entre 1954 et 1956 est apparue la crise de Suez et la Grande-Bretagne et la France, j'y arrivais, bien, ont dû fermer leur bec à la demande des Américains et des Russes. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ben, ils avaient l'arme atomique et les deux autres, ben, l'avaient pas, donc ils avaient tout juste le droit de la fermer. Et le président de Gaulle a compris que s'il voulait se faire respecter dans le monde auprès des deux grands, eh bien, il devrait aussi disposer de cette fameuse arme nucléaire. Et c'est comme ça qu'est apparu les armes nucléaires en France. Bon, il y a des spécialistes qui sont meilleurs que moi, je vous fais le résumé du résumé. Et finalement, eh bien, la France a obtenu l'arme nucléaire et fait partie des pays qui détiennent l'arme nucléaire aux côtés des Américains, des Russes, de la Grande-Bretagne, du Pakistan, de l'Inde, de la Corée du Nord, d'Israël et de la Chine. La France est le 4e pays après les Américains, les Russes, la Grande-Bretagne. Entre 1960 et 1992, il y a eu à peu près 210 essais français. Les armes nucléaires ont proliféré de manière exponentielle par les deux grosses puissances qui créaient des bombes et des bombes et des bombes et des bombes alors qu'une seule suffit à détruire la Terre, mais plus on en avait et plus on était dissuasif.
jusqu'au jour où il y a eu la chute du mur de Berlin et les deux grands ont décidé de passer à la destruction de leurs armes. Donc on a vu à l'époque, pour ceux qui connaissent comme moi et qui ont vécu cette époque-là, qu'on nous montrait qu'on faisait exploser des bombes dans les sous-sols, etc. Enfin, moi, pour vous dire la vérité, je n'y ai jamais cru. J'ai toujours dit qu'ils les avaient cachés quelque part, mais qu'ils ne les avaient jamais détruits. Et du coup, eh bien, en France, on est passé de 6 sous-marins à 4 sous-marins, de 3 escadrons aériens à 2, et comme je vous l'ai dit, un FANV, donc des porte-avions qui ne sont plus de manière permanente mises en action. Il faut obligatoirement les réquisitionner, etc., pour pouvoir les mettre en activité. Voilà. J'ai oublié aussi de vous dire qu'à côté des pays qui ont l'arme nucléaire, certains détiennent l'arme nucléaire, mais n'en ont pas fabriqué. Ils hébergent des armes nucléaires. Je vous mets la carte ci à côté, et c'est le cas de mon pays, la Belgique. Nous n'avons pas d'armes nucléaires belges, mais nous détenons des armes nucléaires américaines. Voilà. Donc, quand vous avez compté les pays qui détiennent l'arme et ceux qui la possèdent, eh bien, ça représente quand même un grand nombre de pays dans le monde. L'arme nucléaire en France repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est de protéger les intérêts vitaux du pays. Le deuxième pilier, c'est la capacité de l'arme atomique d'infliger des dommages inacceptables à l'adversaire. On a toujours parlé que ça représentait la destruction de 40% de la population russe et de 50% de sa capacité matérielle. Troisième pilier, que l'arme nucléaire soit opérationnelle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'elle soit de stricte suffisance et enfin qu'elle garantisse l'indépendance nationale. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, eh bien, ce fameux miroir aux alouettes qui a autant fonctionné à mon époque, au temps de la guerre froide, la peur de l'arme nucléaire, pourquoi aujourd'hui, eh bien, cette arme ne fait plus peur. Pour certaines personnes, eh bien, elle serait bien utile parce que dans certaines idées actuelles, eh bien, nous serions trop nombreux sur la Terre et ce serait une façon d'éliminer une grosse partie de la population mondiale pour ramener la population à un chiffre plus ou moins acceptable pour la survie de notre planète. Deuxièmement, eh bien, on pourrait aussi, dans le même contexte, tuer une quantité de personnes de manière massive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de moins en moins de travail pour tout le monde, surtout avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, comment est-ce qu'on va faire si on ne sait plus travailler, que les gens ne savent plus subvenir à leurs besoins par leur travail? Il faudra que l'État leur vienne en aide. Et bon, ça, apparemment, ben, les sous dans les caisses, il n'y en a plus trop. Donc, on est bien obligé de trouver une solution. Et la solution d'éliminer des gens qui seraient susceptibles de travailler, ben, c'est en détruisant un maximum. Et l'arme atomique pourrait être la solution. Le nucléaire n'est peut-être pas aussi destructif qu'il n'y paraît. Il suffit d'aller voir ce qui se passe à Fukushima ou ce qui se passe encore plus particulièrement, et c'est encore plus criant là-bas, à Tchernobyl, eh bien, il y a des petites villes où il y a des habitants, des vieilles personnes qui ont voulu quand même rentrer chez elles, qui apparemment ben, ne souffrent d'aucun problème. Les animaux reviennent autour de la centrale comme par le passé. Vous pouvez retrouver des renards, des habitants des lieux comme des sangliers, etc., puisque c'est assez boisé. Et il y a même des gens qui vont sur place visiter, faire le tour et même se baigner dans des eaux radioactives. Ça aurait un très bon effet sur la santé, principalement pour les douleurs rhumatismales. Donc, ça ramène à l'idée que finalement, ben, l'utilisation de l'arme nucléaire n'est peut-être pas aussi destructive qu'il n'y paraît à première vue.
Enfin, point suivant, eh bien, certains évoquent évidemment, comme vous le savez tous, du réchauffement climatique et qu'on ne parvient pas à faire baisser les températures. Et pour certains, eh bien, l'utilisation de l'arme nucléaire serait la solution pour nous apporter un hiver nucléaire et rabaisser la température mondiale de la Terre, et ainsi notre problème de réchauffement climatique serait clôturé. Eh bien, les États sont surendettés, endettés, de surendettés, qu'ils n'arriveront jamais à rembourser leurs dettes et que faire une guerre qui détruirait la planète, eh bien, ça remettrait les compteurs à zéro et ça arrangerait tout le monde. Le territoire russe est un territoire sous terre qui est très riche en matières premières et que certains ont envie de se les approprier. Et comme les Russes n'ont pas de tendance à se laisser manipuler, eh bien la seule façon, ce serait de les écraser par l'arme nucléaire pour pouvoir mettre la mainmise sur les matières premières qu'il y a dans le sol de manière, je vais dire, usurpateur et sans leur demander leur avis. C'est que en mettant à genoux la Russie, eh bien, du même coup, par l'arme nucléaire, la Russie étant à genoux, eh bien, la Chine serait également ébranlée et on aurait fait d'une guerre deux coups. Il y a aussi l'idée que finalement, bien, celui qui lancerait la bombe nucléaire serait le seul à diriger le monde entier, que le monde ne serait plus divisé en deux, comme ça a toujours quand même été le cas, même s'il n'y a plus de pacte de Varsovie ni tout ça, mais c'est comme ça. Eh bien, que la personne qui lancerait l'arme nucléaire gérerait la totalité du monde. Par conséquent, le lanceur de la bombe deviendrait le pays qui gérerait le monde entier à lui tout seul. Il y a des droits qui existent, des droits internationaux, des droits de la guerre, des droits qui concernent les droits aux victimes de guerre, aux prisonniers de guerre, etc., au droit international, hein, au droit pénal international. Bien, on se rend compte, et il suffit de se référer à ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé précédemment, que c'est toujours des lois qui vont deux poids deux mesures. Quand c'est un qui fait quelque chose qui ne va pas, ben lui, on lui fout les lois sur le dos. Quand c'est quelqu'un d'autre, ben lui, il est impuni. Et il peut faire tout ce qu'il veut dans le monde. Il peut dire demain, j'usurpe l'argent de ou je bloque les comptes sans avoir eu le recours à une instance. Il se fait justice à lui-même ou il agit et il n'est poursuivi par personne. Ce qui laisse entrevoir que finalement les lois, ben, elles n'existent plus, elles ne sont plus appliquées. Donc le fait que le droit de la guerre interdit l'usage d'armes de destruction massive, ben, puisqu'on ne l'utilise pas et que plus personne ne se réfère à ces dispositions, bien, pourquoi pas utiliser l'arme nucléaire? Et enfin, ben, j'ajouterais également que depuis quelques années, eh bien, nous avions des effets de plus en plus contre le nucléaire. On allait plus vers des trucs naturels comme le soleil, le vent, etc., en disant que le nucléaire c'était mauvais, que les centrales nucléaires étaient mauvais. Et depuis la guerre avec l'Ukraine, eh bien, on est obligé de revenir aux centrales nucléaires parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour se chauffer qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus économique de se chauffer avec le nucléaire est beaucoup plus pratique et rentable que d'avoir recours à des énergies alternatives. Par conséquent, le nucléaire eh bien, a une nouvelle vision sur les gens et n'est plus vu de manière aussi négative que par le passé. Donc, rentrerions-nous de nouveau dans une ère nucléaire, qu'elle soit de manière privée ou de manière militaire? Bien, c'est aussi une question que l'on peut se poser et qui pourrait jouer dans la balance. Finalement, le nucléaire deviendrait-il notre ami? Pour terminer, bien, la disparition de tous les mouvements pacifistes, que ce soit contre la guerre, contre le nucléaire. Avant, on avait Greenpeace, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, etc. On avait des observateurs qui allaient dans les pays en guerre, etc. On avait des manifestations contre les guerres. Et bien, le pacifisme a complètement disparu, ce qui laisserait supposer que nous serions, en plus d'être dans une ère nucléaire, bien d'être entrés dans une ère de guerre. Non, elle ne ferait plus peur. Pourquoi? Parce que l'arme nucléaire ne serait peut-être plus aussi dangereuse avec l'expérience et l'avancée dans les sciences que nous avons maintenant comparé à ce que nous avions il y a 60 ans.
Comme quoi l'arme nucléaire, même si elle est de destruction massive, n'est pas 100% destructive. Donc, conclusion, bien, aurait-on revu les dernières analyses et considéré que finalement le nucléaire n'est peut-être pas si dangereux que ça, ni pour l'humain, ni pour la Terre entière. Deuxième élément qui irait en fonction de Troisième Guerre mondiale, eh bien, c'est qu'on est en train de préparer les gens à la guerre. Je vous en ai déjà parlé, la Suède a préparé sa population à la guerre, mentalement et psychologiquement. Deuxièmement, bien, les médias en parlent de plus en plus couramment et de manière parfois exagérée pour vous faire accepter l'inacceptable. Ce qui fait que finalement, eh bien, on finit par ne plus avoir peur, à accepter, à se résigner. N'oubliez quand même pas que les grands de ce monde, eux, ils ont des bunkers pour se mettre à l'abri. C'est pas le cas de nous, hein. Donc, eux, ils risquent pas grand-chose. Donc, à réfléchir. Enfin, je terminerai en disant, eh bien, moi, quand j'ai fait mes études universitaires, on parlait beaucoup dans le droit de la guerre de la négociation, de l'importance des Nations Unies qui envoyaient des casques bleus sur place, qui faisaient des négociations. On avait des pays voisins qui intervenaient dans les négociations. Et tout cela, eh bien, on n'en entend plus parler. On dirait que le côté négociation, eh bien, ça ne fait plus partie de la politique actuelle, qu'il n'y a plus qu'une politique de guerre où seules les armes ont encore le droit de citer. Alors, bien, si vous voulez mon point de vue, je n'en sais strictement rien. Je ne pense pas, enfin j'espère, qu'on n'y arrivera pas. Voilà, mais au fond de moi, au fond de moi et dans mon intuition, il y a quelque chose qui me fait peur. Voilà, je ne sais pas dire quoi. Donc voilà, pour une fois, je ne saurais pas vous donner votre avis, mon avis plus que ça. Mais je peux vous dire qu'au niveau, en tout cas, bourse et au niveau investissement, eh bien, on s'en fout pas mal de ce qui se passe en Ukraine. Au niveau du dollar, il n'a jamais été aussi haut. Au niveau de la bourse, ça cartonne. Les bitcoins sont en train de battre des records et l'or a passé son fameux plancher que l'on attendait des 2100 $. Cette fois, ça y est, on y est. Ça est passé et l'or cartonne comme le bitcoin. Alors, il y a Brett Lloyd qui a indiqué que pour l'instant, eh bien, les milieux financiers, ils s'intéressaient au mouvement haussier de la bourse et qu'il ne s'intéressait nullement aux préparatifs d'une guerre. Bon, espérons qu'il ne se trompe pas et que ça sera un élément en faveur de la paix. C'est ce que je vous souhaite.